et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de septembre 2023. Le mois de septembre a commencé à la bibliothèque. Je suis allée lire à la bibliothèque, ce qui est assez rare, c'est quelque chose que je fais jamais. J'ai une magnifique bibliothèque dans ma ville qui est vraiment incroyable, donc je me suis dit, et si j'allais à la bibliothèque, non pas pour y aller, prendre des livres et repartir, mais vraiment pour rester, prendre du temps et y lire. Parce qu'en fait, quoi de mieux qu'une bibliothèque comme lieu pour lire. Bref, donc j'ai lu 2 BD quand j'étais à la bibliothèque. J'ai lu Vénéneuse, je connais pas ce mot, de Thomas Gilbert, qui est une BD que j'ai trouvée un peu bizarre. En fait, je trouve que le positionnement, le regard, le discours porté à la fois sur la question du consentement et sur la relation, l'amitié toxique, mais aussi sur la richesse et la jeunesse dorée un peu... je sais pas, en fait j'ai pas réussi à comprendre si c'était une critique qui était formulée par l'auteur, si c'était un... du coup, en fait ça m'a gênée, voilà. J'ai été mal à l'aise face au discours de la BD. J'ai également lu Tanger ou Tangère Tanger je crois, sous la pluie de Fabien Groslo et Abdel de Bruxelles. Qui est une BD sur Matisse, le peintre, qui aurait passé dans sa vie, qui a passé dans sa vie un peu de temps à Tanger, qui y allé 2 fois, et là-bas il a rencontré une femme qui a été une muse et tout. Les images étaient belles, pour le coup l'illustration était assez belle, mais sinon sur l'histoire, oui bon, un homme peintre blanc qui va s'inspirer du Maghreb et des femmes, enfin bon, rien qui me parle, mais les dessins, l'illustration était chouette, donc c'était pas une mauvaise lecture. Disons que après l'autre BD que je venais de lire, peut-être aussi que peut-être aussi que ça a eu cet effet un peu survalorisant de Tanger sous la pluie, parce que Vénéneuse, vraiment j'avais été très très mal à l'aise. Et pour avoir été moins mal à l'aise sur une BD qui raconte l'histoire d'un peintre et sa muse à Tanger, je vous laisse imaginer le degré de malaise que j'ai ressenti face à Vénéneuse, quoi. Bref, je suis allée au cinéma voir l'expérience Almodovar avec ses 2 moyens métrages. Je trouve ça cool, je sais pas si j'en ai déjà parlé en août, mais j'aimerais bien m'intéresser davantage au format court métrage et moyen métrage qui existent dans le cinéma. Enfin, je sais pas du coup si on parle de cinéma, parce qu'en fait c'est rare que ces formats-là soient dans les salles de cinéma, mais ça reste du cinéma parce que c'est des gens qui font des films, bref. Donc j'étais contente de pouvoir avoir l'occasion de me rendre en salle de cinéma pour voir des moyens métrages, en plus d'Almodovar, qui, bon, si je ne m'abuse, c'est quand même un réalisateur assez très reconnu pour son travail. C'était assez chouette, Le premier, Strange Way of Life, c'est cool. Je trouve que c'est cool comme approche de la question de l'homosexualité dans une époque, un temps, un contexte social et historique qui n'est pas du tout propice à l'homosexualité, donc je trouve ça cool. Après, de prendre des acteurs tête d'affiche pour jouer des rôles d'hommes homosexuels, mais que, en fait, faut pas exagérer non plus, donc on les voit jamais s'embrasser, et qu'en fait, quand leurs personnages s'embrassent, c'est quand ils sont jeunes, donc en fait, c'est les acteurs jeunes qui jouent ce rôle-là et qui, eux, pour le coup, en tant qu'acteurs, jouent ces scènes-là, en fait, c'est un peu facile. Moi, je trouve ça un peu... En fait, soit tu portes un discours fort, soit en tant qu'acteur, t'acceptes de porter un discours et un personnage, voilà, je porte un personnage homosexuel, mais en fait, si tu portes un personnage homosexuel mais que tu veux pas de scène d'intimité avec un autre homme, acteur, enfin... Je sais pas, moi ça m'a vraiment posé question sur la façon de se représenter en tant qu'acteur au cinéma, de ce qu'on accepte et de ce qu'on n'accepte pas de faire. Et je sais pas, je trouve ça un peu chagrinant et un peu facile en fait. Si, les personnages, on les voit dans des moments d'intimité, puisqu'on les voit, oui, quand ils sont jeunes, donc quand ils sont pas joués par les têtes d'affiche qui jouent les personnages à l'âge adulte. Bref, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je sais pas, ça m'a quand même interrogée. Et le deuxième, La Voix Humaine, oui c'est ça, La Voix Humaine. Bon, c'est 20 minutes de Tilda Swinton, donc moi je suis ravie. C'est un peu what the fuck, je crois que c'est encore... Enfin, c'est carrément what the fuck par rapport à l'autre, je trouve. Mais j'ai beaucoup aimé ce cadre un peu décor de cinéma qui est le décor de sa vie. Enfin, elle vit dans un décor de cinéma et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça assez chouette comme approche un peu justement what the fuck, un peu complètement absurde, complètement disproportionnée, un peu bizarre, on comprend pas trop ce qui se passe.
Mais pourquoi pas. Mais je dirais pas que c'est des films que j'ai trouvé génialissimes, mais je trouve que c'était une expérience intéressante et je suis contente d'avoir pu vivre ça, vivre ça, on dirait c'est un peu de ouf, d'avoir pu faire l'expérience de ça au cinéma. Mais c'est chouette parce que ça s'appelle l'expérience Almodovar, donc c'est peut-être ça qui est recherché, tout simplement. Ensuite, j'ai vu Reality de Tina Satter, qui est un film qui met en actrice principale Sydney Sweeney. Oui, c'est ça son nom. Sydney Sweeney, qui est une actrice qui joue dans Euphoria et que je voulais voir dans autre chose qu'Euphoria, puisque je ne la connaissais jusqu'ici que dans Euphoria. Donc je suis contente d'être allée la voir dans un autre film. Je l'ai trouvée excellente dans son rôle. L'histoire est assez folle. Enfin, c'est pas l'histoire qui est folle, si, mais en fait, le principe du film, c'est que tous les dialogues sont tirés des retranscriptions des enregistrements du FBI, puisque toute cette histoire est une histoire qui a eu lieu. C'est une ancienne agente, je crois, qui est accusée de complot, de machin, de trucs, de trahison et tout. Bref. Ce que je trouve fort, c'est le fait d'avoir monté un scénario et un film exclusivement avec comme trame les retranscriptions des échanges qui ont vraiment eu lieu, et d'avoir réussi à mettre ça en scène et d'avoir du coup donné une image, un cadre visuel à tout ça. Je trouve ça assez fort, et je trouve que du coup les acteurs et actrices portent ça très très bien, parce que ça doit pas être évident quand même comme prise de rôle que de se baser exclusivement sur... Enfin, c'est pas romancé, c'est pas narré, c'est vraiment juste tel que ça a eu lieu. Et je trouve ça assez fort. Et vraiment, Sydney Sweeney, je l'ai trouvée très 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 bonne dans son rôle. Donc j'ai hâte de la voir dans d'autres choses aussi. J'ai hâte de la revoir dans Euphoria, mais j'ai hâte de la voir dans d'autres choses aussi. J'ai vu Les Affranchis de... C'est Martin ou Martin Scorsese. J'ai détesté. Mais... Et ça m'a beaucoup contrarié déjà de détester, et ensuite de m'en vouloir de détester. Enfin bref, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement ennuyeux. Moi je n'y ai vraiment pas trouvé d'intérêt, je me suis ennuyée à mourir. Ce ne sont pas des intrigues qui m'intéressent, le film de gangster a priori c'est pas fait pour moi. Et en sortant du cinéma, je me suis vraiment dit, en fait je crois que le cinéma est arrivé à un moment de ma vie, trop tard ou trop tôt ou que sais-je, mais en tout cas est arrivé à un moment de ma vie où c'est pas compatible pour moi d'être sensible et touchée par ce cinéma classique qui est le cinéma de gangster. C'est que, en fait, moi, des hommes qui se tapent dessus, qui se gueulent dessus, des personnages de femmes qui servent à rien, non. Enfin, moi, c'est pas quelque chose que je recherche au cinéma, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui me nourrit. Donc en fait, sauf que c'est tout le principe du film de gangster. J'exagère et je sais qu'il y a des rôles de femmes très bien écrits et très importants dans certains films de gangster, mais en tout cas, moi, toute cette testostérone, en fait, ça... Non, enfin moi les hommes au cinéma, c'est bon, j'en ai vu assez, ça m'intéresse pas. Alors que si en fait le cinéma, je m'étais mise à voir des films à un autre moment de ma vie, où j'avais pas forcément ce discours et ce regard sur le monde, bah peut-être que c'est quelque chose, c'est un type de cinéma auquel j'aurais été plus sensible. Là c'est pas le cas, donc je me suis dit que soit le cinéma est arrivé trop tard dans ma vie, soit je manquais vraiment de bagage, de culture cinématographique pour apprécier ce style de cinéma, parce que particulièrement Les Affranchis, j'ai l'impression que c'est genre une révolution dans le cinéma de gangster et que c'est vraiment même Martin Scorsese, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même des monuments, et moi je suis devant ça complètement, je passe complètement à côté de tout ça et je me dis en fait, est-ce que c'est pas un peu juste que bah voilà, je suis pas assez j'ai pas assez d'expérience de cinéphile ou voilà. Et en fait ça m'énerve de penser comme ça. Ça m'énerve parce qu'en fait un film comme tout, en fait moi je me bats à tenir le discours opposé pour le spectacle vivant, mais je tombe dans ce discours-là pour le cinéma, enfin, juste parce que le cinéma est arrivé plus tard dans ma vie, ça compte, enfin, c'est pas bien, c'est pas cool, et ça m'a saoulée du coup de penser ça, parce qu'en fait, bah non, en fait, un film, soit tu l'apprécies pas, et on s'en fout, t'as pas besoin d'un bagage, t'as pas besoin, et en fait, j'ai le droit de pas aimer ce film, et en fait, tant pis pour les monuments du cinéma, si j'aime pas ce film-là, en fait, tout le monde s'en fout, enfin, je veux dire, juste, bah voilà, j'ai vu un film, j'ai détesté, je me suis fait chier, et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que ah ouais mais je passe à côté d'un truc, c'est moi qui suis pas assez ci ou pas assez ça pour apprécier ce type de cinéma, alors que bah non en fait c'est juste j'ai pas apprécié le film. Bref, donc je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais parce que moi vraiment ce discours de se dire en fait une œuvre artistique tu la reçois comme tu es au moment où tu la reçois, comme elle est au moment où elle t'est transmise, et juste tu prends ce que t'as à prendre, soit t'aimes pas, soit t'es touché, soit t'es pas touché, t'as pas besoin de comprendre ce qui se passe, t'as pas besoin d'y avoir réfléchi, d'en avoir entendu parler, d'en avoir vu 14 000 autres avant, pour apprécier une œuvre artistique. Et moi c'est
particulièrement mon discours sur le spectacle vivant et notamment la danse contemporaine, mais du coup là pour le cinéma ça m'énerve de pas réussir à tenir ce même discours à appliquer à moi-même alors que c'est ce que je dis au quotidien à tout le monde pour la danse. Enfin bref, donc ça m'a un peu, outre le fait que j'ai détesté le film, ça m'a aussi amené tout un tas de réflexions qui sont intéressantes parce que en fait la culture c'est un peu mon métier quand même, donc c'est bien aussi de pouvoir me confronter à mes propres incohérences et moi dans mon discours de professionnel aussi, comment est-ce qu'en fait, oui en effet c'est facile de le dire mais preuve en est que c'est pas si facile à appliquer pour soi, donc enfin voilà, c'est en tout cas des réflexions qui sont hyper intéressantes, donc merci à ça pour ce film, mais sinon l'expérience film tout court, je me suis jamais autant ennuyée dans une salle de cinéma de ma life, voilà. J'étais avec un copain que j'avais traîné là-dedans, qui lui a été moins radical. Il a dit bon franchement le film il fait 1 heure de trop, mais lui il a été beaucoup moins radical, il a vraiment trouvé des trucs chouettes. Moi non, voilà. Ensuite, je suis allée à Bayeux, au musée de la tapisserie de Bayeux. Voilà, j'avais une copine qui nous tannait avec la tapisserie de Bayeux depuis des années. Donc nous avons fini par aller à la tapisserie, voir la tapisserie de Bayeux. En tout cas, je me rends compte que ouais, je suis pas une personne particulièrement intéressée par l'histoire, en tout cas pas celle du Moyen-Âge. Donc cette histoire de tapisserie de Bayeux, ma foi c'était intéressant. Il y avait un audio guide avec des petites musiques de transition assez sympa, mais bon. Mais c'était un moment sympa parce que j'étais avec mes copines et que j'adore faire des trucs avec mes copines. Ensuite, j'ai vu Moonlight de Barry Jenkins. J'ai vu ce film parce qu'il est sur la plateforme Arte de la médiathèque là. Et en fait, il y a quelques temps, je crois que c'est Hugo Décrypte sur son compte Culture qui a fait un post sur A24, la boîte de prod, je crois. Un peu sur les spécificités de A24, de ce qui fait un peu cette prod et des films et en tout cas des productions, et de quoi sont marquées les productions d'A24 et comment est-ce qu'en fait c'est un studio qui réussit à peu près tout ce qu'il fait. Et en fait le premier film, si j'ai bien compris, qu'a produit A24, c'est Moonlight, donc je l'ai regardé, c'est l'histoire d'un homme homosexuel dans quel pays, je ne sais plus. Je sais plus dans quel pays, mais en tout cas un pays où l'homosexualité n'est pas quelque chose de communément acquis, admis dans la société, bref. Je l'ai trouvé cool, mais en fait j'en garde pas grand chose. Je trouve que c'est un film important parce que c'est toujours important cette visibilité homosexuelle dans des cultures et des pays où ça en manque terriblement. C'est important que ça soit porté par le cinéma. Mais je sais pas, l'affiche elle est assez incroyable, les lumières et tout de l'affiche sont hyper chouettes, vraiment moi ça me parle de ouf comme esthétique d'affiche et j'ai pas vraiment retrouvé cette esthétique dans le film, même s'il y a de très belles images à certains moments. Mais je sais pas, j'en garde pas énormément. Là en fait je le vois sous mes yeux parce que j'ai ma liste sous mes yeux de mes pratiques culturelles du mois de septembre, mais je pense que sinon je m'en serais pas rappelé que j'avais vu ce film. Donc bon, pas incroyable, mais quand même très important. Ensuite j'ai vu Sibylle de Justine Triet puisque j'avais envie d'explorer un petit peu, enfin j'ai toujours envie parce que j'ai vu 2 films, d'explorer un petit peu la filmographie de Justine Triet après avoir vu et été absolument bluffée par Anatomie d'une chute. Et il y a Adèle Exarchopoulos dedans, donc la question ne s'est pas posée plus longtemps que ça. J'ai hâte de voir d'autres films de Justine Triet, mais je commence un peu en effet à saisir ce que les gens disent quand ils parlent de sa patte, de sa façon d'écrire les personnages dans toute leur subtilité, dans toutes leurs contradictions, dans toute leur humanité. Je trouve que là-dessus c'est très très juste et c'est assez juste dans Sibylle aussi, dans le rôle notamment de la réalisatrice, qui est jouée par Sandra Hüller je crois. Oui je crois. Je trouve les personnages principaux hyper intéressants, même les personnages secondaires, enfin voilà, je trouve que tout est assez fin dans l'écriture et je trouve ça d'autant plus chouette, les films qui filment le cinéma, je trouve ça toujours intéressant. Et là, et on en a eu beaucoup en début d'année 23 de films sur le cinéma, donc ça en devenait un peu, pas barbant, j'exagère, mais un peu, bon, ok on a compris. Là je trouve que le regard porté sur le cinéma, sur le plateau de tournage, sur ce que c'est que de filmer, de réaliser un film et tout, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, pour le coup ça m'a bien fait plaisir, ouais ça m'a fait kiffer ce truc de voir dans un film un plateau de tournage et un tournage et de cinéma, bref. Globalement c'est un film que j'ai trouvé vraiment très bien, que j'ai beaucoup aimé.
Et de toute façon, je sais pas si je suis très objective parce que je partais avec un regard hyper merveilleux sur le cinéma de Justine Triet après Anatomie d'une chute, et j'adore Adèle Exarchopoulos, donc est-ce que je partais pas déjà un peu convaincue? Je ne sais pas, mais en même temps je sais aussi ne pas apprécier des choses malgré de certains atouts, des atouts certains je dirais même. Donc en tout cas, Sibylle, c'était une bonne découverte et j'ai vraiment envie d'aller creuser encore le travail de Justine Triet. Mais il y a d'autres de ces films, je me demande s'ils y sont quasiment pas tous sur la plateforme justement de la médiathèque avec Arte là, donc j'explorerai ça davantage. J'ai lu Poulet aux olives, une BD de Marjane Satrapi. J'adore Marjane Satrapi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son trait, son illustration, aussi simple soit-elle, vraiment ses aplats de noir, je trouve qu'elle maîtrise ça à la perfection. J'aime beaucoup vraiment son travail déjà graphique. Et j'adore lire et voir, en l'occurrence, parce que Persépolis, je l'ai vu, je les ai pas lus, les BD de Marjane Satrapi, parce que j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle BD, je les ai pas du tout, j'ai pas du tout découvert ses œuvres dans l'ordre. J'avais lu les broderies, je crois, il y a quelques années, enfin, vraiment pas dans l'ordre, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que que je découvre une œuvre de Marjane Satrapi, je retire un fil de son existence et de sa vie, et je trouve ça très fort la façon qu'elle a de... En fait, c'est sa vie qu'elle raconte, c'est son histoire, c'est à chaque fois, enfin globalement c'est son histoire, c'est sa famille, c'est son vécu, mais je trouve qu'elle fait ça à merveille dans la façon d'universaliser, entre guillemets, des histoires très intimes et très personnelles. Je trouve que c'est toujours un mécanisme intéressant, cette question de l'intime à l'universel, et je trouve qu'elle fait ça très bien. Et vraiment, j'ai bien aimé cette lecture, c'est des choses un peu complètement folles. On pourrait croire que ça n'existe pas et que c'est complètement fictionné, et en fait, non. Enfin, je crois, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois vraiment que Poulet aux olives, c'est l'histoire de son... Enfin, c'est son histoire... Enfin, parce qu'elle, elle se représente tout le temps... Enfin, là, en tout cas, elle se représente, je crois que c'est l'histoire de son oncle, du coup, un truc comme ça. Son cousin, son grand cousin ou son oncle. Enfin, alors que ça a l'air d'être un truc complètement mystique, complètement fou, complètement irréel, et en fait, bah, c'est toujours raccroché à des formes de réalité, et c'est toujours ça, j'ai l'impression, Marjane Satrapi. Et pour ça, je trouve qu'elle est très très forte. Et j'ai très envie vraiment d'explorer davantage son œuvre aussi. Ça- comment on dit? Sa bibliographie, mais pour la BD. Enfin bref, vous avez compris. J'ai lu les 2 tomes de L'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean, qui est un mec qui fait à la base, enfin non, qui est un BDiste, mais qui sur un compte Instagram a fait des petites capsules vidéo de son anxiété. Je sais pas si c'est sous trouble anxieux généralisé ou d'autres choses, mais en tout cas c'est un homme extrêmement anxieux qui vit pas mal de mésaventures ou de choses un peu improbables du fait de son anxiété, qui a commencé par raconter ça sur Instagram et qui du coup a édité et sorti en papier ses BD qui reprennent ses capsules sur Instagram. C'est cool, c'est cool, c'est marrant, c'est complètement absurde par moments. Je trouve qu'il fait ça, en fait c'est des situations graves dans le sens où bah, en fait à vivre ça doit être quand même terrible, et en même temps même chose, je trouve que, enfin même chose non, et à la fois je trouve il a cette capacité à rendre tout ça léger et joyeux et à en rire, ce qui fait qu'en tant qu'individu qui reçoit ça, parfois quand tu peux t'identifier, enfin je sais pas, tout le monde connaît l'anxiété, et il y a des situations où tu te dis ah ouais d'accord, moi aussi j'étais dans cette situation, mais le fait qu'il arrive à rendre ça léger, ben en fait on en rit, et du coup ça permet aussi de prendre beaucoup de recul, j'ai l'impression. En tout cas moi c'est un peu ce que ça m'a fait, alors non pas que je sois à un niveau d'anxiété qu'est le sien, puisque c'est quand même hardcore ce qu'il raconte, mais je sais pas, je trouve que ça permet de relativiser, de prendre un peu du recul et de rajouter un peu de légèreté dans toutes ces choses qui peuvent être assez lourdes à vivre au quotidien, en lien avec l'angoisse, l'anxiété. Donc pour ça, je trouve ça assez chouette. Après, c'est pas incroyable, c'est quelque chose que j'ai emprunté à la bibliothèque, que je l'aurais pas acheté, mais, mais c'est chouette, c'est une chouette lecture. J'ai lu non pas les... Sœurs 10 de M.T. Anderson et Jo Ryu, qui est une BD également, que j'ai trouvée à la bibliothèque. Je l'ai prise parce que la couverture m'intéressait. C'est tiré, je crois, d'une légende du folklore breton, si je ne me trompe pas. Les planches sont magnifiques, c'est vraiment tout un univers fantastique qui est déployé, qui est développé, qui est imaginé, qui est très très beau. Les planches sont très belles, l'histoire est dramatique. Je trouve que c'est une BD qui est assez longue, donc je trouve, et c'est toujours la question, je trouve que
que pose la BD, c'est que souvent c'est assez court, en tout cas ça va vite, donc on est un peu... Moi souvent je suis frustrée par le fait de ne pas avoir pu approfondir davantage certains aspects de l'histoire, et là je trouve que c'est suffisamment long et bien construit pour pouvoir développer vraiment des... notamment sur la relation, parce que c'est deux sœurs qui perdent leur mère, qui était une créature fantastique, qui se retrouvent avec leur père, qui dépérit complètement, et c'est la gestion du royaume après la mort de cette femme, avec tout l'enjeu fantastique qui se joue derrière, et je trouve que les mécaniques, les relations et tout entre ces deux sœurs par rapport au père, par rapport à leur mère, à leur défunte mère et tout, je trouve que c'est assez... on a le temps vraiment de pousser ça, et c'est assez intéressant. Enfin, je trouve que ça met en lumière des choses vraiment intéressantes, assez lourdes et tout, pour une BD, enfin... Qui fait pas non plus des tonnes et des tonnes de pages et qui a pas mal de grandes planches aussi assez contemplatives. Je trouve que vraiment c'est assez réussi à l'endroit de ce qu'on arrive à développer sur les personnages et sur l'histoire. J'ai vu La journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld. J'avais jamais vu La journée de la jupe, c'est un film dont je me souviens enfin je me rappelle quand il est sorti, je me rappelle quand ma mère l'a vu. Moi je me rappelle en avoir beaucoup entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Et je crois que j'avais jamais vu de film avec Isabelle Adjani en fait. Je l'ai trouvée magnifique dans ce film, au sens merveilleux, enfin vraiment assez excellente. Ce film en fait je crois que je le regardais pas parce qu'il me faisait un peu peur et j'avais peur que ce soit un peu manichéen. Parce que c'est jamais évident je trouve des films qui s'attaquent à la question des collèges, lycées hyper compliqués où il se passe des drames. C'est souvent assez caricatural, peut-être un peu manichéen, et là j'arrive pas encore à savoir si je le trouve trop manichéen ou pas. Je crois que j'ai bien aimé ce film, je crois que je l'ai trouvé assez juste. Après, il date de 2008, je crois. Oui, c'est ça. 2008, donc c'est ça aussi qui me faisait peur, c'est que ça ait mal vieilli, que ce soit un peu daté, et en fait je crois que pas tant. Mais je dis je crois, et je répète je crois, parce que encore aujourd'hui, je l'ai vu il y a quelques temps, enfin quelques jours quoi, plus d'une semaine je crois. J'arrive toujours pas à savoir si j'ai été convaincue, si je le trouve juste ou si je le trouve un peu trop caricatural ou si je le trouve un peu trop extrême, mais dans le mauvais sens du terme, pas dans le... c'est extrême, ça montre un truc choquant et tout, donc c'est bien. Non, extrême dans un peu too much, un peu exagéré, je sais pas. Mais je crois quand même que j'ai bien aimé ce film et je crois que j'ai trouvé des choses assez justes encore aujourd'hui en 2023. Ouais, mais j'en sors, voilà, j'ai reçu beaucoup de choses de ce film et je sais pas comment traiter l'information. En fait, je sais pas comment traiter l'information aussi parce que dire que tout est exact dans ce film, c'est donner raison à des choses avec lesquelles je suis pas d'accord dans l'absolu dans la vie. Et en même temps, il y a des choses qui sont vraies et justes, et donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je me retrouve dans une situation un peu où j'ai pas envie de me dire, de donner raison à des choses contre lesquelles je me bats globalement. J'exagère, mais voilà. Voilà, en tout cas, je crois que c'est un film important. Ouais, un film important, même ça, je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai vu La journée de la jupe, et j'ai fini le mois de septembre à Lyon pour la première du spectacle Feu de Fouad Boussouf. Feu, c'est un spectacle de danse contemporaine qui met en scène, en danse, en corps, 10 femmes. C'est une pièce qui m'a... Enfin, que j'ai beaucoup aimée, que je trouve très forte. Ça s'appelle Feu, c'est pas pour rien. C'est 10 femmes, c'est 10 guerrières, c'est 10 sorcières, c'est 10 flammes. C'est assez cathartique pour moi de voir 10 femmes comme ça, fortes, cette puissance féminine, cette sororité au plateau. Pendant 55 minutes, il y a quelque chose d'assez cathartique, d'assez exaltant. C'est une pièce que je trouve d'une grande intensité, la musique est assez incroyable aussi, enfin elle est complètement incroyable, c'est une musique électro, plutôt répétitive, mais qui casse pas les oreilles, qui est très 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 juste même dans les moments de souffle. Le rythme de la pièce aussi, il est très juste à cet endroit-là, c'est qu'elle s'arrête jamais, jamais, jamais. Pendant 55 minutes, elles sont au plateau et ça danse, et ça tourne, et ça saute, et c'est vraiment dans un engagement physique tellement fort, c'est une prouesse physique, c'est un exploit sportif ce qu'elles font, et en même temps dans tout ça, il y a quand même de la respiration, il y a quand même, pour elles déjà, de la respiration, et pour nous spectateurs, spectatrices, c'est à chaque fois que ça devient insoutenable tellement c'est intense, en fait ça va, ça respire, et c'est une pièce vraiment que, enfin,
je pense jamais, quand je fais mes bilans, je pense à moi et à ce que je verrai dans 20 ans quand je les re-regarderai, je pense jamais au fait qu'il y a peut-être des gens qui les voient. Mais là, vraiment, cette pièce, j'ai envie que le monde entier m'entende dire qu'elle est exceptionnelle, que c'est vraiment une très belle pièce et j'ai envie d'inviter toute personne qui peut se déplacer dans un théâtre, puisque c'est une pièce qui va tourner dans toute la France là sur la saison, d'inviter tout le monde à aller la voir. Parce que c'est pas anodin, 10 femmes au plateau. Le chorégraphe est un homme, donc c'est pas anodin non plus dans l'écriture, et c'est pas, je sais pas, en tant que moi, femme, jeune femme de mon temps, qui réfléchit tellement à la question de la femme au quotidien, enfin qui suit de fait en tant que femme nourrie peut-être même à outrance en permanence par ces questions-là, de voir 10 femmes juste trop fortes, magnifiques, au plateau, tout déchirer pendant 55 minutes ensemble, cette respiration commune qu'elles ont, cette force commune qu'elles ont, la façon qu'elles ont de se nourrir entre elles tout le temps, ce qu'elles envoient au plateau, cette énergie qu'elles ont, ça fait tellement bien. Moi, ça m'a fait tellement de bien de recevoir tout ça, et genre, je sais pas, c'est ça que je dis quand c'est quelque chose de l'ordre du cathartique, c'est que vraiment, enfin, je suis là, j'ai envie, même ça devient physique quoi, j'ai envie de crier, j'ai envie de, enfin, c'est une expérience que je recommande vraiment à tout le monde, et c'est en ça que je voudrais inviter quiconque a l'habitude d'aller voir de la danse, ou au contraire n'a jamais vu de danse contemporaine, à aller voir ce spectacle. Parce que bon, certes c'est de la danse contemporaine, mais c'est un engagement physique tellement fort, c'est pas la danse contemporaine qu'on peut imaginer quand on connaît pas, d'un truc un peu chiant plan-plan. Là vraiment on est à l'opposé de ça. Et c'est un spectacle... Ouais, c'est un spectacle que moi je trouve vraiment très très beau. Et que j'invite le monde entier à voir. Voilà, c'est comme ça que c'est fini le mois de septembre, donc en beauté, en grandeur et en sororité.